Hello, hello, Cécile. Salut Claire, bonjour. Bonjour à tous. Je vais me présenter, hein. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Claire Jardin-Ménard, je suis coach en burn-out féminin. J'accompagne tous les jours en fait des femmes à retrouver de l'énergie, de l'estime de soi et de l'éclairage professionnel. Et je reçois aujourd'hui donc Cécile Hazard qui va nous parler de là où elle se trouve actuellement à l'heure où on se parle. Cécile, c'est à toi. Présente-toi. Bonjour les Burnettes, je crois, hein. Je suis sur le chemin de Compostelle, en fait, sur le Camino del Norte en Espagne, car je suis coach et je suis en train aussi de créer une offre de coaching sur le chemin de Compostelle pour les femmes plutôt qui ont vécu des gros changements, des traumas. Donc, il peut y avoir un lien avec le burn-out par l'aspect émotionnel et d'estime de soi aussi. Donc voilà, donc j'explore pour voir quelle partie du chemin pourrait être faisable avec les femmes que j'accompagne. Ouais, merci Cécile. Alors justement, la première question que j'ai envie de te poser, c'est quoi un trauma en fait? Parce qu'on utilise beaucoup ce terme-là, mais c'est pas très clair pour moi. Donc si tu peux nous en dire un peu plus. Bien sûr. Le trauma, c'est pas l'événement lui-même, parce que j'allais dire tout événement peut devenir trauma. C'est vraiment la résonance quand il y a un impact sur la personne. Donc c'est très, j'allais dire, c'est très subjectif. On peut pas dire à la personne qu'elle a eu un trauma ou pas. C'est comment la personne ressent un événement qu'elle a vécu. Et donc l'impact va être au niveau notamment corporel, au niveau émotionnel aussi et de l'estime de soi aussi. Donc tous ces éléments de la personne va être touché, y compris son identité. Parce que quand on a, par exemple, quand on a été abusé, on va avoir une faible estime de soi, on va avoir l'impression d'avoir été la chose de quelqu'un et donc de ne pas d'être un objet en fait, plus d'être une personne. Donc ça, c'est vraiment l'impact. Le trauma, c'est vraiment l'impact pour la personne d'un événement. Mmh, mmh. Et Cécile, toi, tu as un parcours assez particulier. Voilà, j'aimerais que tu nous en parles. En fait, oui, moi, ça fait 20 ans que j'accompagne des femmes. J'ai d'abord fait dans un cadre un peu singulier, qui est en effet un monastère. J'ai été 17 ans dans un monastère bénédictin en Normandie, où j'ai d'abord accompagné des personnes sans trop savoir comment il fallait faire, et puis petit à petit appris par l'expérience, et notamment appris grâce à une approche québécoise de Montréal, où on centrait vraiment, on apprenait à regarder les forces des personnes, ce qui est pas spontané, notamment dans notre culture française. La question que me posait mon accompagnatrice quand j'ai été 2 ans à Montréal, quand j'arrivais avec un problème, la question c'était raconte-moi une fois où tu as réussi. Et au début, comme on dit en québécois, cette question, elle est tannante parce que tu as envie de dire j'y arrive pas. La première question qu'on te pose, c'est raconte-moi une fois où tu as réussi. Et quand on est agacé que la personne le sent, elle me disait ferme les yeux, descends en toi et cherche une expérience où tu as réussi. Et c'est très fort, en fait, petit à petit, d'apprendre à aller chercher en soi des expériences qui ne sont pas exactement similaires, mais on a réussi. Et la question suivante, c'est justement comment tu as fait. C'est-à-dire comment tu as fait pour réussir, comment tu as fait pour avancer. Et ça permet de justement se ressourcer dans ses propres forces qu'on a en soi-même et qu'on ne voit souvent pas. Parce que les choses qu'on fait naturellement, on estime que tout le monde peut les faire, ce qui n'est pas vrai en fait, hein. Mmh, mmh. C'est c'est une manière de s'approprier ses forces et de pouvoir encore plus les partager et donc de gagner aussi en estime de soi. Enfin, tout ça est lié en fait. Tout ça est Mmh. lié. Et toi, alors dans ce monastère, en fait, tu accompagnais des femmes qui justement avaient des choses à régler ou comment ça se passait? Alors en fait, il y a des personnes qui viennent au monastère, ça peut être pour plein de raisons. Il y avait par exemple une famille qui venait tous les premiers dimanches de l'Avent, donc avant Noël, pour se ressourcer en famille. Donc une fois par an, on les voyait. Il y avait des femmes que j'accompagnais qui venaient une fois par mois me voir pour faire un peu le point sur leur vie. Il y a des personnes qui venaient ponctuellement parce qu'elles vivaient, par exemple, une maladie, le divorce d'un enfant, des choses difficiles. Donc ça pouvait être aussi bien un accompagnement régulier qu'un un accompagnement ponctuel. Des jeunes aussi, pas mal de jeunes passaient au monastère.
demander avec des thématiques du style qu'est-ce que l'amitié, des choses comme ça pour les aider à réfléchir ensemble. Et puis, j'ai aussi animé des sessions au monastère que j'appelais Cherche la paix pour celui-là, où chacun pouvait en fait apporter, ça rejoignait bien sûr la question des émotions aussi, l'estime de soi, mais chacun pouvait apporter en fait ce qu'il portait pour gagner en paix dans sa vie. Et j'aime aussi beaucoup justement cet aspect collectif. Là, samedi dernier, j'ai animé une session pour des anciens religieux justement, où ces questions-là aussi d'estime et d'émotion peuvent être liées. Et il y avait cette dynamique où chacun peut apporter quelque chose et ça permet aux autres de parler ou de partager davantage et de grandir avec l'intelligence collective, quoi. Le fait et puis de se sentir aussi moins seul parce que les autres vivent aussi ça. On n'est pas seul on reste moins seul je pense que c'est quelque chose sûrement que avec le burn-out on doit toucher, le fait de pas rester seul et de partager en fait. Exactement. Et une petite question justement sur comment t'en es sortie alors de ce monastère. Qu'est-ce qui t'a fait aller waouh dehors, voilà, parce qu'on t'imagine là en fait dans un milieu clos, un peu noir, c'est de mon point de vue, un peu fermé en tout cas. Qu'est-ce qui t'a fait justement en sortir? Alors, en fait, c'est vrai qu'au monastère, ça peut sembler surprenant, mais on est très plugué sur ce qui se passe dans le monde. On lit beaucoup les nouvelles. On prie aussi beaucoup à partir de ce que les gens nous apportent. Donc, c'est des choses de la réalité quotidienne. Donc, on n'est pas complètement non plus déconnecté de la réalité. Apport dans la prière, disons. Voilà, c'est on va dire un ensemble de choses. Il y a eu un déclencheur qui a été un changement de prieur, et puis bon, un certain nombre d'éléments où en fait j'étais largement la plus jeune et que j'avais pas l'impression de pouvoir donner vraiment qui j'étais. La moyenne d'âge étant de 75 ans et moi j'allais avoir 40 ans, quoi. J'ai dit aux sœurs, je vous aime, je pars pas parce que je vous aime pas, mais voilà, moi, ça fait 17 ans que j'attends que vous permettiez que d'autres jeunes rentrent, et en fait, il faut qu'on rentre dans un moule qui ne correspond plus à aux générations suivantes, quoi. Donc voilà, moi, j'ai besoin de vivre, en fait. Et ce que j'aimais, c'était accompagner, donc je suis sortie aussi pour pouvoir le faire. Parce que j'ai réalisé que je pouvais faire ce que j'aimais, c'est-à-dire justement accompagner les personnes 8 jours par an. Ça fait pas beaucoup sur 365. Et alors, qu'est-ce que tu as fait en sortant de là? Je me suis formée au coaching avec une certaine Claire Jardin-Ménard. C'est là qu'on s'est rencontrés, en école de coaching. Ouais. Parce que c'était une manière justement de continuer à accompagner les personnes, et j'ai beaucoup aimé la démarche de coaching qui rejoignait la formation que j'ai reçue à Montréal dans l'aspect très pragmatique et positif. J'ai aimé aussi particulièrement l'aspect temporel, qui est un temps court et qu'on ne soit pas dans une dynamique longue qui n'en finit pas, buen camino, qui n'en finit pas, voilà, parce que parfois les personnes viennent une fois par mois juste pour vider leur sac et en fait rien ne se met en place s'il n'y a pas d'objectif. Donc cet aspect proactif où les personnes s'engagent et sont responsables, où il y a un partenariat entre le coach et le coaché, je trouve ça très riche en fait. Enfin, ça met vraiment en mouvement et voilà. Moi j'aime bien qu'on soit en route, n'est-ce pas? Donc j'apprécie cette dynamique-là. Voilà. Ouais. Bon, et justement, alors parle-nous un petit peu de Compostelle. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu y fais là? Alors là, tout de suite, j'explore donc pour pouvoir voir si c'est gérable de le faire avec les personnes que j'accompagne. Et là, par exemple, j'avais exploré au Portugal, c'était pas très rigolo, le long de route, de zone industrielle. Et là, c'est très beau, on longe entre mer et montagne, il y a vraiment des chemins. Donc, je pense que c'est de qualité. Et donc, l'objectif, c'est de faire, d'avancer ensemble, parce que le corps est souvent aussi concerné quand on vit des émotions, et on ne pense pas à notre corps quand on vit des émotions, alors qu'on a besoin aussi d'enlever les tensions qui se mettent dans notre corps, ça s'appelle des charges affectives, et que si on ne fait rien, elles y restent et elles deviennent de plus en plus fortes. Donc la marche est vraiment une source d'équilibre, donc c'est un petit peu ce médium-là que j'ai choisi, parce que j'aime aussi beaucoup marcher moi-même. Et donc le principe, c'est de faire du coaching personnel en marchant, donc avec une personne à chaque fois à tour de rôle, et puis en arrivant à l'étape, faire du coaching collectif, donc avec 6 personnes, pas
pas des grands groupes pour pouvoir justement que chacune ait sa place et qu'on puisse vraiment cheminer ensemble. Et là, je pars entre le 19 et le 30 juillet pour marcher en Espagne, entre Astorga et Santiago, justement, les 12 jours. Donc, ça veut dire qu'il faut arriver un jour avant et repartir un jour après. Mais voilà, sur le chemin de Compostelle, voilà, pour faire cette expérience avec quelques femmes. Donc, je suis heureuse de commencer cette expérience-là bientôt. Bon. En tout cas, tous les liens utiles te concernant sont sous cette vidéo. Tu as prévu pour nous 3 petits exercices, me semble-t-il, en fait, sur les émotions. Oui. Est-ce que ça va être facile pour toi, là tu le sens bien de nous présenter là maintenant? Alors, il y en a un que je vais avoir du mal à faire, c'est la chaise, parce que je n'ai pas de chaise. Mais je peux essayer de vous le décrire si vous avez une chaise. Là, Claire, tu peux me servir de cobaye si tu veux. Ouais. C'est de prendre le bas de sa chaise avec ses mains, avec sa main, prendre le bas de sa chaise de chaque côté et de tirer fort vers le haut et de relâcher. Et quand tu dis, attends, c'est prendre les pieds de sa chaise, en fait? Sur l'endroit sur lequel tu es assis, en fait. D'accord. Et tu tires, en fait. Ouais. Très fort. Tu te tends vers le haut et tu relâches. Donc, il faut faire ça plusieurs fois. D'accord. Ça va avec la respiration. Parce que des fois, bon là on le fait un peu fort, c'est normal, mais je veux dire, des fois en réunion, on peut vivre des choses un peu difficiles, ou bien on peut juste être en début d'après-midi, avoir envie de dormir. On va juste une petite contraction, des contractions, on peut le faire discrètement, on n'est pas obligé de le faire en tirant comme des fous et en le montrant très fort. Ça permet de retrouver un peu d'air, comme la respiration profonde, hein. Je veux dire, ça peut aider aussi. L'autre élément, je vais voir comment je peux vous le montrer en filmant. Ça s'appelle la pierre, la roche, comme on dit en québécois. Non, c'est pas. Il faut en trouver une, justement, pour que vous le voyez quand même. J'espère que ça va pas tomber. Vous me voyez là ou pas? Ouais, on te voit. Ouais, et on t'entend. Voilà, donc en fait, on écarte les jambes et on se baisse comme si on imaginait qu'on ramassait une grosse roche lourde. Alors, roche en québécois. Hein. On lève comme ça très doucement en imaginant qu'elle est très lourde, très lourde, très lourde. Voilà. Et en fait, là, ça va te faire travailler toute cette partie-là. En fait, tous ces 3 exercices, et après, il faut relâcher. Parce que ces 3 exercices, le principe, c'est de... Voilà, je vais montrer avec mon... Habituellement, quand ils sont normaux, sont comme ça. Quand on vit des émotions, ils ont tendance à se tendre. Le principe de ces exercices, c'est d'aller plus loin de la tension, donc tirer plus fort et de relâcher. Tirer plus fort, relâcher pour retrouver une tension normale. Voilà. Et donc, c'est important de pouvoir le faire. Et l'exercice le plus fort quand on vit des émotions, je vais chercher un poteau à défaut d'avoir un mur ici, c'est de pousser le mur. Et ça, quand on vit des émotions vraiment fortes, c'est vraiment super puissant. Le but, c'est de faire cet exercice jusqu'à ce qu'on retrouve du bien-être. Hein. Ça peut prendre un petit peu de temps. Alors là, pareil, tu vas me dire si vous me voyez. Pas trop. Hein. Ouais, on voit bien ton poteau. Tu vois le poteau? Ouais. Voilà. Donc, on se décale avec les jambes, on pousse à fond la caisse et on relâche. Et on change de jambe, on pousse et on relâche. Donc ça, celui-là, vraiment, il ne faut pas hésiter à le faire quand on vit des émotions fortes pour enlever les charges affectives. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire de l'émotion qu'on vit, hein. Il faut l'écouter, bien sûr. Il y a différentes étapes pour ça, mais ça permet en fait d'enlever la tension qui se loge dans notre corps et de retrouver du bien-être corporel. Parce qu'on n'arrive pas à penser clairement, à être détendu si on a une tension énorme dans notre corps, quoi. Et souvent, en fait, on ne s'en occupe pas. Moi, j'ai vécu avec des sœurs africaines
quand j'étais à Montréal. Et en fait, elle force d'avoir les danses. Nous, on danse pas tellement, on est souvent un peu coincé dans notre culture. Et la danse, c'est un gros moyen aussi qui permet de faire cette contraction-décontraction. Le yoga aussi, il y a plein de choses, hein, en fait. Il y a plein d'exercices possibles qui nous font faire ça. Voilà, buen camino. Donc, c'est important, en fait, de passer par le corps que malheureusement, on oublie souvent dans notre culture, quoi. Donc, voilà, ça fait partie des 3 outils que j'ai reçus à l'IFIM pour traverser le trauma, voilà, retrouver des forces. Le corps est le premier point. C'est justement apprendre à gérer ces tensions qui se mettent dans notre corps, à écouter nos émotions, à les accueillir. Donc, il y a tout ce pôle corporel, émotionnel. Le deuxième, c'est parce que quand on vit un trauma, c'est comme si le trauma prenait toute la place. Et donc, de faire comme un zoom arrière et voir toutes les forces qu'on a eues, tout ce qu'on a pu vivre de bien. Je pense que ça peut rejoindre le burn-out aussi, de ne pas regarder que cette expérience-là, mais de voir que dans la famille, ça se passe bien, qu'on a des choses dans lesquelles on est bon dans d'autres domaines. Enfin, voilà, d'élargir le champ pour voir depuis son enfance quelles sont les forces qui nous habitent. Et ensuite, le 3e point, c'est d'aller vers le trauma. Mais souvent, quand on va vers le trauma, on dit « raconte-moi ce qui s'est passé ». Et là, on est dans le subir. Parce que ce qui s'est passé, c'est pas moi qui ai traversé la chose. C'est comme si ça m'est arrivé, ça m'est tombé dessus et je peux rien contre ça. Et là, la question, c'est plutôt qu'est-ce que tu as fait, tu vois, c'est-à-dire que même si tu n'as pas pu toujours faire quelque chose ou réussir, ça n'a pas forcément abouti, tu as essayé des choses. Donc, regarde tout ce que tu as fait, tout le chemin que tu as fait et comment tu l'as traversé et que tu es là aujourd'hui, en fait. Tu es là aujourd'hui. Même si tu as été abîmé, tu es là aujourd'hui. Donc, de voir qu'est-ce que tu as fait, toi. Et donc, du coup, centrer sur la personne et non pas sur ce qu'elle a subi, quoi. Donc, c'est vraiment les 3 clés que j'ai reçues et qui sont vraiment formidables. Enfin, ça aide vraiment à traverser et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus aucun petite chose qui peuvent arriver, mais je veux dire, en tout cas, on est relevé et debout et ça change vraiment la vie. Merci Cécile pour ce que tu viens de nous partager, c'est vraiment chouette. En tout cas, je ne connaissais pas ces exercices, je vais m'y atteler. Voilà, la petite chaise, impeccable, impeccable. Bon, est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ce qu'on vient de se dire? Juste, voilà, la manière de se saluer, vous l'avez entendu, c'est buen camino, c'est bon chemin. Et j'aime beaucoup cette manière de se saluer sur le chemin où on avance, en fait, on continue à avancer, on va se croiser, se recroiser, se décroiser, mais c'est pas grave. On avance chacune sur notre chemin et ça compte pas la vitesse à laquelle on va, ce qui compte, c'est de continuer à avancer, en fait, et de se ressourcer dans la vie qu'on a en soi. Enfin, donc, voilà. Ça prend on a tous notre propre rythme et il y a des jours où on a plus de forme, d'autres jours on a voilà, la marche est une belle métaphore en fait de la vie, c'est ça que je trouve. C'est qu'il y a des jours on peut plus, il y a des jours on peut moins, donc l'importance de s'écouter et d'avancer pas à pas. Et oui, pour celles que ça intéresse, pour éventuellement marcher sur Compostelle, j'ai créé une page qui s'appelle Chemin de vie, où chaque jour, là, comme je marche pendant encore 21 jours en tout, je mets un petit tips, ça dure 1 minute, c'est des vidéos qui durent 1 minute, donc ça prend pas la tête, et sur justement, quand on veut marcher sur le chemin de Compostelle, du style le poids du sac, voilà, des choses comme ça. C'est ça serait éventuellement mon inquiétude première, je pense, outre ma forme physique, en fait, puisque là, tu parles de 21 jours. Est-ce que, justement, tu t'y prépares, toi, avant de partir? Enfin, tu marches déjà beaucoup, mais quelqu'un qui n'a pas l'habitude de marcher, enfin, comment tu peux la rassurer, justement, pour aller vers Compostelle? Moi, je me suis jamais préparée. Enfin, je veux dire, je me suis préparée en lisant un petit peu justement quel matériel avoir. Et après, voilà, la première fois, même si j'avais lu qu'il fallait pas porter trop lourd, j'avais pris un sac de 12 kilos, tu vois. Et en fait, assez vite, ton corps te dit non, mais ça va pas la tête.
tu renvoies, à la fin, quand je suis arrivée à Santiago il y a 3 ans, j'avais 6 kilos dans mon sac. C'était en été, donc il n'y avait pas besoin de sac de couchage. Et donc, voilà, c'est-à-dire que je me suis allégée sacrément en renvoyant des choses. On apprend, en fait. C'est-à-dire qu'il faut se respecter et apprendre. On apprend sur le chemin. Quand je dis aux femmes là, qui veulent partir, qu'on fait 20 à 30 km par jour, ça fait peur, en fait. Parce qu'on a l'impression que c'est énorme, mais bon, même quand j'ai dit que j'avais fait 1000 km, la première Camino que j'ai fait, les gens me regardent, tu as fait 1000 km, je dis mais en fait j'ai fait un pas après l'autre, hein, j'ai pas fait 1000 km. Ça. Donc, il y a vraiment un respect où on est tous, voilà, il y a vraiment de la solidarité sur le chemin. Là, hier, j'avais une ampoule qui me faisait mal. Il y a une Suissesse qui m'a dit, est-ce que tu veux, enfin, qui a vu en fait à ma démarche que ça allait pas, et elle me dit, mais tu veux que je reste avec toi jusqu'au bout? Je dis, non, non, c'est gentil, ça va aller. Mais voilà, il y a beaucoup de solidarité, d'attention. On se donne des trucs, donc on n'est pas tout seul. Voilà, on n'est pas tout seul. Et puis vraiment, il y a possibilité aussi, moi ça m'est arrivé une fois là au Portugal, de prendre le train à une étape parce que j'en pouvais plus, j'avais les pieds vraiment abîmés, donc il faut aussi se respecter dans ce qu'on peut faire au jour J, et pas voilà, pas s'en demander non plus des choses impossibles, quoi. En tout cas, merci. Ouais. Merci beaucoup Cécile, en tout cas pour cet échange. Et en tout cas, voilà, sur ton actualité, c'est Compostelle, mais tu es aussi en France, hein, de toute façon, le reste du temps. Et voilà, je vous invite à contacter Cécile aussi pour vous aider. Et quelque chose à rajouter, Cécile ? Bah c'est ça, c'est vrai que oui, je suis coach avec plus les 2 thématiques principales, ça va être en effet émotion, stress, trauma, et puis l'estime de soi. Donc ça rejoint des choses, et plus les femmes, mais bon, voilà. Ok. Bon, à très bientôt. Bonne route à toi. Buen camino. C'est comme ça qu'on dit. Bye bye. À très vite. À bientôt. Au revoir.